toutes et à tous. D'abord, je remercie la filière de m'avoir invité aujourd'hui et de m'avoir donné la parole. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont Génération 22 accompagne les jeunes dans la transition. Donc d'abord, je voulais faire un petit rappel sur les situations fréquentes des adolescents qui sont atteints de délétion 22q11. Donc en fait, il y a beaucoup de problèmes d'anxiété. Il y a des troubles psychiques qui sont fréquents, qui parfois entraînent une déscolarisation. Il y a de l'isolement, du retrait social. Ce sont des jeunes qui sont quand même très fréquemment victimes de harcèlement scolaire ou extrascolaire. Ce sont des jeunes qui ont des difficultés scolaires, ce qui fait que souvent l'orientation se fait par défaut. Ce sont des jeunes qui sont vulnérables, donc ça peut amener des situations très complexes. Ce sont des jeunes qui sont très fatigables, et ça c'est quelque chose qui malheureusement ne s'arrange pas du tout à l'âge adulte, et même, je dirais, empire. Dans la délétion 22q11, il y a 30% de déficiences intellectuelles légères à modérées, mais il y a aussi une grosse proportion qui ne sont pas déficients intellectuels, mais qui ont quand même des troubles cognitifs. Et donc, c'est important de s'assurer d'une bonne compréhension. Donc, pour les praticiens, je pense qu'il est important que vous vous assuriez que la personne a bien compris ce que vous lui dites. Parce qu'ils donnent bien le change et parfois on croit qu'ils ont compris et ce n'est pas toujours le cas. Enfin, ensuite, ce sont des personnes qui ont une forte dyscalculie, donc ça entraîne des difficultés pour gérer un budget. Et puis, bon, il y a quand même une lassitude des prises en charge médicales. C'est vrai que quand on arrive à l'adolescence plus un long parcours fait qu'ils en ont souvent marre. Donc les problèmes somatiques, c'est pas du tout exhaustif. Donc bon, j'ai essayé de parler un petit peu filière tête-cou, mais finalement aujourd'hui il y a un peu toutes les spécialités. Mais bon, on a quand même toujours des problèmes ORL avec parfois des troubles du langage, une inintelligibilité qui reste à l'adolescence, des problèmes dentaires. Un suivi en cardiologie, en urologie, gastro-entérologie, des déficits immunitaires qui peuvent persister à l'âge adulte, des troubles endocriniens, un suivi orthopédique, il y a 50% de scoliose, des douleurs, donc des consultations en rhumatologie, des séances de kinésithérapie, des problèmes de surpoids, de troubles de sommeil qui est quand même assez important, et c'est souvent, il y a aussi, on en parle de plus en plus, des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Et puis il y a d'autres, voilà, je vous ai dit c'était pas exhaustif. Donc que disent les recommandations? Donc nous avons un PNDS qui dit que, donc à la fin du PNDS, il y a un grand tableau qui dit que les consultations doivent être faites tous les ans jusqu'à 18 ans et après 18 ans, tous les 2 ans. Donc ça, c'est en théorie, ça peut être en centre de référence ou en médecine libérale. Récemment, il y a eu un Handi Focus, donc un focus, c'est un webinaire organisé par la filière Handirard, qui était donc faite par 2 généticiens de Lyon qui ont mis en avant 2 syndromes, donc celui de la délétion 22q11 et le syndrome de Williams, pour illustrer le parcours de soins des maladies rares complexes. Et donc, ils ont bien insisté sur un suivi tout au long de la vie. Et puis, nous avons aussi des Practical Guidelines internationaux, avec 2 publications qui sont sorties en début d'année. Une pour les adultes et une pour les enfants. Donc c'est un consortium d'experts du syndrome. Il y en a beaucoup, hein, il n'y a pas toute la liste ici parce que je voulais faire rentrer sur un seul slide. Mais en fait, voilà, c'est une synthèse de la littérature avec un consortium, donc c'est quand même assez intéressant. Et j'ai extrait de ces 2 publications des tableaux. Donc nous avons un syndrome complexe avec multidisciplinaire. Donc c'est vrai que la transition n'est pas simple dans le sens où on n'a pas affaire à un seul centre de référence. Et souvent, la coordination est assez complexe. Donc en fait, si on regarde le tableau, ce tableau donne des informations par spécialité médicale au cours de la vie, enfin jusqu'à l'adolescence, puisque là c'est pour les enfants, avec un niveau d'intensité. Donc quand c'est très clair, c'est pas très important, et donc rouge, c'est important. Donc on voit que
que la génétique est très importante au moment de l'adolescence. Il y a un problème de transmission dans notre syndrome, donc de conseil génétique. On voit aussi que les relations familiales et psychosociales sont très importantes. On voit qu'il y a aussi des problèmes de cognition et développement. Donc c'est vrai que les difficultés, les exigences augmentent avec l'âge. Donc c'est vrai que ça devient problématique. Plus l'enfant grandit, plus c'est difficile. On voit qu'il persiste quand même des problèmes de langage, de troubles du langage. La psychiatrie est vraiment un problème important qui s'amplifie et qui devient très important au moment de l'adolescence. Donc on voit qu'elle devient rouge foncé quand ils approchent de l'âge adulte. Et puis il y a d'autres... donc il y a l'endocrinologie qui apparaît quand même assez foncée. Et puis les problèmes orthopédiques, je vous en ai parlé. Donc ça, c'était pour les enfants. Et ça, c'est pour les adultes. Donc là, on va se porter plutôt à gauche pour regarder ce qui se passe chez les jeunes adultes. Donc pareil, toujours le conseil génétique, les problèmes de parentalité, des couples qui veulent avoir des enfants, la vulnérabilité qui apparaît, le besoin de services sociaux qui s'amplifie au cours de l'âge, la psychiatrie qui est toujours très présente. Et donc, vous voyez aussi les troubles du sommeil qui sont très importants tout au long de la vie, les problèmes de gastro-entérologie, de gynécologie. Donc, le besoin pour le parcours de soins adultes, donc nous, ce qu'on constate, c'est la coordination est complexe. Donc, en général, c'est souvent les généticiens qui assurent cette coordination, mais toutes les familles ne vont pas voir le généticien. Donc, en fait, il faudrait que ce soit le médecin généraliste, mais qui souvent ne connaît pas bien le syndrome parce qu'il est complexe, un psychiatre, un interniste. Donc c'est très compliqué, mais ça serait vraiment nécessaire qu'il y ait un référent pour ces personnes, pour mieux les accompagner, parce que les familles le font dans l'enfance, mais c'est pareil, les parents vieillissent et ça peut devenir compliqué. Et puis à l'âge adulte, il peut y avoir l'apparition de nouvelles pathologies, et souvent c'est difficile de trouver le bon spécialiste. Il y a quand même une errance diagnostique encore qui intervient à ce niveau-là. Et puis je voulais souligner quand même chez les jeunes adultes en situation d'emploi une difficulté parce que le suivi est complexe et quand même important. Donc vis-à-vis de l'employeur, parce que les consultations, lorsqu'elles sont fréquentes, c'est difficile de demander à son employeur toujours du temps de travail. Et par exemple, j'ai mis l'exemple, donc nous, il y a un trouble de déficit de l'attention, des enfants beaucoup qui prennent des psychostimulants, du méthylphénidate, et souvent on continue à l'âge adulte. Et l'ordonnance, elle est valable pour 28 jours. Et tous les mois, il faut y retourner. Donc voilà, ça c'est vraiment compliqué. Et donc pareil, quand vous avez une pathologie chronique associée, il y a aussi des programmes de TP qui ont lieu pendant la semaine, donc c'est très bien, mais donc cette population-là n'y a pas accès. Donc toutes les personnes en général ont une affection longue durée, mais donc il n'y a pas de temps accordé pour les consultations. Et puis donc on conseille quand même aux personnes de désigner une personne de confiance pour être accompagnée lors des consultations. Donc il existe un formulaire sur le site de la HAS. Et puis dans notre syndrome, il est souvent très fréquent qu'il y ait des mesures de protection juridique qui soient posées. Enfin, donc tout le monde n'en a pas, mais bon, on a tous les niveaux des mesures de protection juridique. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais voilà, ça peut être avec mandataire ou sans mandataire. Avec mandataire, ça peut complexifier justement l'accompagnement. Souvent, les parents sont exclus du coup du parcours de soins. Donc, que fait Génération 22 pour les jeunes ? Alors, on en a entendu parler dans les plateformes de transition. Nous, on a mis des cours de yoga en ligne depuis le début de l'année. Donc, c'est tout nouveau. Là, on a fait ça plutôt au printemps. Donc là, on vient de redémarrer, mais c'est quelque chose, on le fait à partir de 16 ans, parce que c'est vrai que c'est difficile pour un enfant, un adulte, voilà, c'est pas... Mais bon, ça a un petit succès, on va voir si on pourra continuer. On avait mis un groupe de parole en place pendant le Covid. J'ai mis après le Covid, mais en fait, c'était pendant le Covid. Ça a duré 18 mois, puis il y a eu une certaine lassitude. Ce sont des groupes de parole qui sont animés par une psychologue, mais là, récemment, des jeunes adultes nous ont exprimé l'envie de reprendre. Donc on va refaire une consultation et voir si on reprend. Ensuite, nous organisons des congrès nationaux tous les 2 ans. Et donc dans nos congrès nationaux, on a toujours des ateliers pour les jeunes.
Donc les jeunes, on les accepte à partir de 16 ans parce qu'il faut quand même qu'ils aient... Nous, il y a quand même un petit déficit intellectuel, donc il faut quand même qu'ils soient autonomes et qu'ils acceptent de participer. Et donc, pour vous donner un exemple, en 2022, on avait fait venir un sexologue spécialisé dans le handicap. Et donc, il a fait un atelier pour les jeunes, mais aussi après pour les parents. Et on avait fait aussi un atelier, toujours avec la même animatrice, de yoga sophrologie. Et ça a eu beaucoup de succès. Et puis donc, les jeunes peuvent se rencontrer soit parce qu'on organise des rencontres de famille, lors des réunions d'information qui peuvent avoir lieu dans des centres de référence, et puis au moment de notre congrès. Enfin, voilà, il y a plusieurs moments pour se rencontrer. Alors maintenant, le TP, nous avons plusieurs programmes de TP qui peuvent nous concerner. Donc, il existe 2 programmes de TP qui sont proposés par le Centre de référence maladies rares à expression psychiatrique de l'hôpital Sainte-Anne et l'Institut Imagine, enfin pour PIRS. Donc PsyRare, c'est un programme qui est destiné à des jeunes adultes ayant une maladie rare et souffrant de troubles psychiatriques, avec en parallèle les parents. Donc ça s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans et c'est 10 séances hebdomadaires. Et pour PIRS, c'est un programme d'apprentissage et d'enrichissement des habiletés sociales. Donc c'est un programme au départ destiné aux enfants autistes qui a été adapté pour les maladies rares. Et donc c'est celui-ci qui est proposé à Imagine pour les jeunes de 12 à 18 ans, toujours en parallèle avec les parents. Et donc là, c'est 14 séances hebdomadaires. Et puis nous avons un programme d'éducation thérapeutique qui a été développé par la filière Handirare en partenariat avec Génération 22 et que nous co-animons. Nous sommes plusieurs à avoir été formés dans l'association, donc que nous pouvons co-animer. Donc c'est un programme qui s'adresse à des jeunes de 25 à 25 ans. Donc les objectifs, c'est être autonome de sa santé, donc savoir parler de son syndrome, savoir reconnaître les signes qui nécessitent une consultation, mieux connaître ses centres d'intérêt pour construire un projet personnel et ou professionnel, mieux connaître les démarches administratives au service de ses droits, donc savoir prendre un rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va à un rendez-vous, comment constituer son dossier, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc. Demander un taxi parfois. Développer des relations sociales. Donc ça, c'est un atelier que j'ai co-animé personnellement à Lyon cette année et avec 4 jeunes. Et c'est vrai que c'est très enrichissant, enfin, pour eux de se retrouver entre eux. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle expérience. Donc c'est un programme qui est proposé dans plusieurs villes. Donc ça a commencé pendant le Covid. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué quand même. Donc il a été déjà donné à Strasbourg, à Angers, à Dijon, à Montpellier, depuis cette année à Lyon, et il y aura une prochaine session en 2024. Et j'ai eu l'information à Marseille, ça va se faire en fin d'année, là, au mois de novembre. Ensuite, nous avons, donc c'est tout récent, un projet de recherche participatif qui s'appelle Prédipsy, avec toujours le centre de référence maladies rares et expression psychiatrique de Sainte-Anne. La Fondation Pôle Autisme de Genève, c'est une équipe qui fait de la recherche sur le syndrome depuis plus de 20 ans. Et puis notre association. Donc pour l'instant, nous en sommes à une première étape. C'est un projet qui j'espère, sera financé par l'INSERM. Donc pour l'instant, il y a eu un budget d'amorçage. Et donc là, nous avons organisé un groupe focus qui va avoir lieu le 24 octobre. Et nous avons invité 6 jeunes avec leurs parents pour mieux définir le projet. Donc ça serait un projet, ça serait une application sur smartphone pour évaluer l'état de stress, l'état émotionnel et psychique d'un jeune atteint et de mettre en relation avec les personnes qui interviennent dans son suivi médical. Donc pour l'instant, voilà, on en est au stade de construction. Il y aura aussi peut-être une application d'évaluation par le langage et par le mouvement, mais bon, je vous en dirai plus quand on aura fait notre groupe focus. Oui, donc en fait, là, je voulais vous demander, à votre avis, quel est le pourcentage d'adultes atteints du syndrome qui ne travaillent pas? Donc effectivement, c'est 48%. Donc en fait, on a fait une enquête avec l'association européenne en début d'année. Et ça, ce sont les résultats pour la France. Donc en fait, en France, on a eu à peu près 100 réponses. Donc c'est syndrome 22q11. Il y a aussi quelques duplications et une délétion distale. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer ces chiffres parce que j'espère qu'il y a quand même un facteur d'amélioration. Donc j'espère qu'avec la prise en charge
pédiatrique et un meilleur suivi à l'âge adulte, on pourra améliorer ce chiffre qui est quand même pas très satisfaisant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.